Merci Philippe. Euh, Alors, tu appuies sur le bouton, oui. voilà, je pense que c'est bon. Euh, Merci effectivement de me donner cette occasion de refaire un peu l'historique de l'intelligence artificielle, qui n'est pas très vieille, hein, puisque on va dire que nous fêterons les 70 ans de l'intelligence artificielle l'année prochaine, donc c'est pas très vieux. Et c'est pour ça que je vais parler de la petite histoire de l'intelligence artificielle. Je vais plutôt raconter des histoires que j'ai moi-même vécues, parce que j'ai eu la chance de démarrer dans cette discipline en 1980. Voilà. Alors oui, ça existait déjà. En général, quand je dis ça, il y a des gens qui sont un peu surpris parce qu'ils croient que l'intelligence artificielle a démarré il y a quelques années. Non, en fait, c'est beaucoup plus ancien. Et comme je le disais, 70 ans, c'est pas si vieux. Et c'est au cours d'une conférence en 1956 qu'un un monsieur, John McCarthy, a proposé d'utiliser cette expression intelligence artificielle. Alors, ça a posé beaucoup de questions, beaucoup de débats dès le début, hein, encore aujourd'hui. Décidément, ces deux mots ne vont pas du tout ensemble. Pourquoi artificiel, ça peut pas être l'intelligence? De quelle intelligence parle-t-on? Enfin, de multitudes de questions qui continuent aujourd'hui à être posées autour de cette expression. Bon, elle a quand même l'avantage justement d'être facile à retenir et de continuer à avoir tant de succès aujourd'hui, même s'il peut avoir des inconvénients. Donc voilà, première grande étape de l'intelligence artificielle sur les années 50 à 70 avec les pionniers. Alan Turing qui propose le test, le fameux test de Turing qui consiste à être en contact avec une chose, une machine, et puis si je me rends pas compte que c'est une machine, ben, finalement je vais me dire que cette chose est intelligente. Voilà, donc c'est ça les idées qu'on réfléchissait à l'époque avec finalement deux objectifs. Dans l'intelligence artificielle, dans sa première étape, il y avait vraiment un objectif scientifique, philosophique. On travaillait beaucoup avec les philosophes, on réfléchissait beaucoup avec les médecins, parce que en fait, on voulait comprendre le cerveau en même temps qu'on développait des choses informatiques, des outils informatiques. Donc il y avait un double objectif, un objectif scientifique, comment fonctionne le cerveau, et puis un objectif qu'on pourrait dire technique ou technoscientifique, qui consistait à faire des produits, à faire des choses qui fonctionnent. Donc il y avait ces deux grands objectifs à l'époque et beaucoup d'espoir. Je me souviens très bien avoir entendu moi-même John McCarthy, le père de cette expression, dire bon, vous inquiétez pas, dans les années 2000, ça y est, l'affaire sera résolue. On aura construit des systèmes intelligents qui fonctionneront très bien et tout le monde sera content. Donc là, je reprends un petit peu ce que vous disiez. Effectivement, c'était le grand rêve de pouvoir régler finalement tous les problèmes qui se posent à l'humanité grâce à ces outils. Bon, évidemment, les choses se sont pas exactement passées de cette manière-là. C'était un peu plus compliqué que prévu. Bon, ceci dit, il s'est passé des choses et on a inventé à l'époque plusieurs familles de technologies. Et je voudrais simplement vous les citer bah, parce que ça fait partie de l'histoire, mais pour une raison que je vous dirai après. Alors, ces trois grandes familles euh, de technologies sont les suivantes. La première, c'est la notion d'arborescence et d'heuristique. Alors ça, c'est très simple parce qu'il suffit de se rappeler, si vous jouez aux échecs ou aux dames, à n'importe quel jeu de ce type-là, eh bien évidemment, vous cherchez tous les coups possibles selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Puis ensuite, vous allez réfléchir quel coup peut jouer mon adversaire. Puis après, quel coup moi je pourrais jouer. Donc vous faites une réflexion arborescente pour essayer de réfléchir à tous les coups possibles à partir de la situation où vous êtes. Et ayant
plus ou moins largement élaborer cette arborescence, ben, vous allez faire des choix. Vous allez faire donc une fonction heuristique qui va vous dire ben, c'est mieux d'aller là que là. Et donc l'heuristique va permettre de choisir entre toutes les branches de cette très vaste arborescence. Si vous jouez aux échecs, vous savez à quel point elle est vaste. Donc cette première famille de techniques, les arbres et les heuristiques, ont été programmés très rapidement. On a fabriqué des algorithmes qui fonctionnaient comme cela. On a fabriqué les premiers jeux d'échecs très vite, même s'ils étaient assez peu performants. C'est-à-dire que pour un joueur un peu bon, il battait forcément et rapidement les outils en question. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, on manquait de puissance informatique. Je vous rappelle, hein, on est dans les années 60-70. L'informatique est encore extrêmement rudimentaire, avec des grosses machines qui tiennent dans des grandes pièces climatisées comme ça, et qui sont moins puissantes que le moindre smartphone qu'on achète aujourd'hui dans le commerce. Donc, pas suffisamment de puissance, mais toujours beaucoup d'imagination. Donc, nos pionniers dans les années 50-70 réfléchissent aux arbres et aux arborescences, réfléchissent aussi à une autre voie complètement différente, qui est la voie symbolique. On appelle ça l'intelligence artificielle symbolique. Là, l'idée est différente. L'idée, c'est d'essayer de représenter dans la machine des connaissances sous forme de symboles. Par exemple, une connaissance très simple que j'ai indiquée ici, tous les hommes sont mortels. Bon, ça, on est assez d'accord en général sur cette connaissance-là. Donc, je vais la mettre dans ma machine. Et puis évidemment, je vais construire un système capable d'utiliser cette connaissance pour faire une déduction logique. Et alors, quand je vais lui poser une question, je vais dire, bon, ben, qu'en est-il de Socrate? Socrate est un homme. Tous les hommes sont mortels. J'en déduis que Socrate est mortel. Voilà comment fonctionnaient nos systèmes experts à l'époque. On donnait à la machine des connaissances, puis on fabriquait un moteur d'inférence capable de reproduire ce raisonnement déductif, ce syllogisme que je viens de décrire très simplement. Alors, cette deuxième catégorie de techniques a donné beaucoup de fruits, et c'est ce qu'on va voir dans les années 80, juste après. Et puis, troisième grande famille qui a démarré, en tout cas dans sa description théorique, dès les années 70. Hein, on a des gens qui se sont dit, mais au fait, si on essaye de mettre dans notre machine des petits objets informatiques qui sont proches du neurone artificiel, on va relier ces neurones artificiels par des liens et on va constituer un réseau. Et donc très rapidement, hein, années 70, on se dit, mais tiens, on va peut-être pouvoir faire des choses avec ça. Et oui, on a commencé à en faire, mais enfin, on le faisait plutôt sur le papier, crayon, et de manière théorique, parce qu'on n'avait pas, encore une fois, on n'avait pas la puissance informatique pour créer ces réseaux dans nos machines et pour pouvoir faire tourner ces machines suffisamment bien. Donc ça, c'est le connexionnisme qui créé pourtant, comme je vous le dis, très tôt dans l'histoire de l'intelligence artificielle, a connu le succès énorme qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, donc, voilà les grandes technologies. Il y a trois types de familles de technologies, on pourrait dire, qui sont toujours utilisées. Il ne faut pas croire qu'on a abandonné la première, la deuxième pour uniquement faire la troisième. Non, la tendance aujourd'hui, c'est de réunir les choses, c'est-à-dire de faire converger. Et on voit que les systèmes les plus avancés et les recherches aujourd'hui cherchent à introduire du symbolique dans le connexionnisme, à utiliser ces heuristiques dans les validations, les évaluations des résultats des systèmes connexionnistes. Donc il y a plutôt une convergence des technologies aujourd'hui. Alors donc, voilà, première étape. Effervescence d'idées, grand espoir et malheureusement, pas tout à fait les résultats escomptés. Donc finalement, cette discipline tombe un peu aux oubliettes jusqu'aux années 80.
Et donc, années 80, c'est là où je vais plutôt raconter mon histoire, puisque je démarre mon activité dans les années 80. Nous allons utiliser l'intelligence artificielle symbolique, donc c'est représentation des connaissances et moteurs d'inférence qui font des déductions. Nous allons utiliser ces technos pour construire des systèmes experts. Alors c'était une idée sensationnelle. Donc moi j'avais 50 ingénieurs de la connaissance dans mon équipe, 50 personnes qui allaient voir des experts. Alors ma plus grande expérience a été d'aller voir Haroun Taziev. Bon, à l'époque, bon, tout le monde connaît Haroun Taziev ici, mais parfois quand je parle à des jeunes, il faut que je réexplique qui il était. Bon, Haroun Taziev, le volcanologue le plus célèbre, mondialement célèbre. Et donc, je vais voir Monsieur Taziev et je lui dis, bah, écoutez, voilà, vous n'êtes pas tout jeune. Moi, j'étais très jeune. J'osais dire des choses comme ça. Et peut-être que votre expertise pourrait bien s'envoler si on ne la met pas dans une machine. Donc, seriez-vous d'accord de construire avec nous un système expert? Il a dit oui. Bon, malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout pour des raisons. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'était de faire parler ce monsieur Taziev, de noter toutes ses connaissances, de les représenter sous une forme symbolique, de les mettre dans la machine. Puis, le moteur d'inférence, qui est un algorithme, allait construire un raisonnement à la manière d'Haroun Taziev, selon les données qu'on va lui dire. Bon, ben voilà, en ce moment, il y a des secousses sismiques, la température évolue, il y a des gaz, il y a ceci. On met des données en entrée. Le système construit ces déductions logiques comme le ferait Haroun Taziev et dit à la fin, oui, il y a un fort risque d'éruption volcanique ou pas. Voilà, donc ça fonctionnait comme ça. On a créé des systèmes de ce type dans un tas de domaines. Et ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup fait pour l'industrie. Par exemple, nous aidions les opérateurs qui conduisaient les électrolyses d'aluminium. Vous savez, ces énormes usines dans la vallée de la Maurienne. J'habitais à l'époque. Donc, dans la vallée de la Maurienne, des énormes usines avec des gros bacs qui font des électrolyses. Et c'est extrêmement délicat de pouvoir piloter une usine pareille. Donc, nous avions fait un système expert avec les meilleurs experts de cet industriel pour aider les plus jeunes à pouvoir se passer de l'expert et donc utiliser les connaissances expertes et faire le moins de bêtises possible dans la conduite de l'usine. Voilà, donc beaucoup d'exemples ont été réalisés. Je vous dis, j'avais quand même une équipe de 50 personnes qui, à temps plein, allaient rencontrer beaucoup d'experts pour réaliser des systèmes. Alors, nos limites, encore une fois, c'était la puissance machine. On avait à l'époque les premiers PC, on avait les premiers Macintosh, mais tout ça était très peu puissant, avec des capacités mémoire trop faibles, et très vite on était limité par la puissance. Et une idée avait germé à l'époque, mais si je prends toutes les connaissances expertes de toute l'humanité, que je mets ça dans une machine, je vais faire un énorme système extrêmement expert. Et il y a des gens qui ont continué ce grand rêve pendant des années. Et certains systèmes en médecine, donc je le dis pour M. Mattei, ont très bien marché. Le système MySyn, qui a été extrêmement célèbre dans le monde entier. Alors, disponibilité également des experts. Ben oui, parce que nous allions voir des gens, il fallait que ces gens soient assez disponibles, soient assez volontaires pour rentrer dans cette démarche de donner leurs connaissances. Donc il y avait quand même des difficultés, mais bon, on a fait, comme je vous disais, pas mal de choses, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que eh bien, c'était trop lent. C'est-à-dire que travailler avec un expert, puis un deuxième, puis un troisième et tout ça, ça prenait beaucoup de temps. Donc la lenteur a été vraiment un énorme problème. Nos clients commençaient à se lasser.
Et puis également, ces outils n'étaient pas apprenants. C'est-à-dire que si quelque chose évoluait, l'expert devait nous dire, ah oui, là, il faut changer ceci. Alors nous allions rajouter des règles dans la base de connaissances et le système ne pouvait pas s'auto-modifier. Alors on arrive donc à la... Alors donc, dans cette deuxième étape, même rêve, hein. Je me souviens très bien avoir été interviewé par des journalistes en disant, oui, 2010, nous aurons réglé la question de l'intelligence, elle sera dans la machine. Même rêve et évidemment, toujours les mêmes difficultés. Troisième étape, donc, après, on va dire un peu un passage à vide, hein, entre les années 90 et les années 2010, il se passe plus grand-chose dans le domaine des systèmes experts. Et voilà, 2010, à nouveau, grand élan grâce au connexionnisme. Et ces réseaux de neurones qu'on peut mettre dans nos machines euh, deviennent plus gros, on les fait multicouches, on les rend beaucoup plus puissants. Les machines ont la capacité à faire tourner ces gros réseaux et à nous apporter la quantité de données nécessaires pour les alimenter. Donc, on a la conjonction de phénomènes ici, qui est que les technos ont évolué, bien entendu, mais la puissance informatique est là, les données sont disponibles, et puis beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier que le numérique est passé par là. Donc, le numérique, ça a créé des fortunes énormes, en même temps que ça a apporté beaucoup de data, hein, puisque on capte nos data chaque fois qu'on est sur une appli numérique. Eh bien, forcément, j'allais dire, toutes les planètes se mettent en ligne et il est possible de faire des outils puissants. Et les applications sont nombreuses. Bon, alors on dit toujours les mêmes choses, hein. AlphaGo est un système qui joue au jeu de Go et qui a battu le champion du monde. C'était en 2016. Le dépistage des mélanomes euh, euh, est, est meilleur. Et, tous les tests montrent que l'outil, grâce à son réseau de neurones et toutes les datas qu'on lui a fournies et l'apprentissage qu'il a fait, eh bien, on se rend compte qu'il a une meilleure fiabilité que le dermatologue. Bah, tout simplement parce que le dermatologue, il peut être fatigué à 6 heures du soir, il a le droit d'avoir des problèmes personnels, etc. La machine fournit un diagnostic meilleur et plus fiable en toutes circonstances. Et puis, évidemment, des applications, je ne vais pas toutes les citer, mais en reconnaissance faciale, la voiture autonome, bon, tout ça fait la une des journaux. Alors, quelles sont les limites? Eh bien, les limites, c'est la disponibilité des datas. Si on n'a pas suffisamment de données pour entraîner les modèles, entraîner ces fameux réseaux de neurones, eh bien, les outils ne fonctionnent pas. Il faut donc avoir, première condition, suffisamment de données. Il y a une difficulté aussi, c'est que on se rend bien compte que stocker les données, euh, partager des données, bon, bah, pose des tas de problèmes éthiques. Donc on voit qu'en Europe, se souciant de ces questions de confidentialité des données, eh bien, on ne les met pas à disposition de toutes les entreprises, et on a raison, hein, je veux dire, je ne dis pas le contraire, mais ceci peut ralentir aussi par rapport à des pays qui, eux, ont moins de problèmes éthiques dans la tête et qui utilisent les datas à grande échelle. Donc on a des contraintes également de type l'outil ne peut pas expliquer sa décision. Oui, donc par rapport à nos systèmes experts qui étaient capables de montrer toute la chaîne de déduction qu'il avait faite et qu'on pouvait comprendre, là, on a un résultat. Voilà, ceci est un mélanome. Et si le médecin dit, bon ben donnez-moi sur quel raisonnement, sur quoi vous vous appuyez exactement, etc., le système ne peut pas facilement, en tout cas, hein, ça fait partie des recherches d'aujourd'hui, mais facilement, et je dirais par construction, n'est pas fait pour donner une explication logique, compréhensible par un humain. Donc ça, c'est aussi une difficulté dans certains métiers qui peuvent être des métiers à forte responsabilité, des décisions lourdes de conséquences.
comment utiliser un outil de ce genre s'il ne me dit pas pourquoi et d'où ça vient? Pourquoi il me propose ceci plutôt que cela? J'ai du mal quand même à faire confiance à la machine qui ne peut pas m'expliquer d'où ça vient. Donc voilà la troisième étape. Et puis il y a une quatrième. La quatrième étape démarre en 2022. Donc c'est quand même très récent avec le lancement de l'IA générative. Donc l'IA générative, euh, c'est quelque chose qui chamboule un peu tout parce que, eh bien, elle est grand public. C'est-à-dire, je suis sûr que tout le monde dans la salle, ou presque, est allé sur ChatGPT ou sur Mistral, est allé faire deux, trois choses, est allé regarder comment ça marche et tout ça. Donc, le fait que ChatGPT ait obtenu 100 millions d'utilisateurs, 100 millions d'utilisateurs sur la planète en quelques mois, ça montre bien que cette disponibilité pour le grand public a eu un succès colossal. C'est tellement bluffant. On voit des textes magnifiques arriver. Il n'y a pas une seule faute ou quasiment. C'est bien structuré. Donc tout ça est tellement bluffant que tout le monde utilise ces outils d'IA générative pour faire des tas de choses. Alors, évidemment, je cite Mistral parce que, vous savez, il est français, plus ou moins. On cite DeepSeek qui est chinois. On cite ChatGPT qui est américain. Mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Je ne sais pas combien de modèles sont disponibles, une grande quantité. Et c'est là où, évidemment, on est un petit peu soucieux. C'est que si les outils sont tous américains ou chinois, évidemment, ils vont être entraînés en priorité avec des données américaines et chinoises, en priorité, pas que, hein, mais néanmoins, des biais vont se trouver dans ces données qu'on utilise, et donc on aura des systèmes qui pourront plutôt renforcer une idéologie américaine ou une idéologie chinoise. Donc tout ça n'est pas neutre, éthiquement assez délicat, et il est indispensable que l'Europe et la France aient son propre modèle entraîné sur des données européennes avec, on va dire, la culture. J'allais dire l'idéologie humaniste, mais plutôt la culture humaniste qui nous caractérise. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc très rapidement, c'est pas que de la génération de texte, c'est aussi de la génération de vidéos, de visuels, de dessins, d'œuvres d'art, avec des conflits qui existent maintenant. Un certain nombre d'artistes qui sont tout à fait mécontents qu'on puisse appeler une œuvre d'art quelque chose qui est fait à la manière de Matisse, par exemple. On peut créer des œuvres à la manière de quelqu'un. Donc tout ça est quand même extrêmement délicat sur le plan éthique. Il y a beaucoup de discussions. Il y a même les scénaristes à Hollywood qui se sont mis en grève parce que ils voyaient bien que leur job risquait de disparaître. Et donc ils ont obtenu qu'effectivement leur place reste et que eux soient les utilisateurs de l'IA et non pas que l'IA générative se mette à créer des scénarios à leur place. Bon, donc on a, avec cette troisième vague si importante, on a aussi des limites, les mêmes que celles que j'ai dit juste avant, mais il y en a une nouvelle qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la disponibilité de l'énergie. Ces grands modèles de langage, qui sont donc derrière l'IA générative, sont extrêmement gourmands en data, et donc en énergie. Il faut faire tourner des grands data centers, hein, on entend ce mot partout, c'est des centres où on collecte et on conserve les datas. Eh bien, ces data centers sont très très gourmands en énergie. Il faut les refroidir. Et ces grands modèles de langage, il faut les entraîner sur des milliards. Donc là, on n'est plus avec des milliers de choses comme nous pouvions imaginer dans les années 80. Là, on est avec des milliards de paramètres. 175 milliards de paramètres derrière ChatGPT, mais on parle de 1500 milliards. Donc, c'est tellement monstrueux que l'esprit humain ne peut plus se représenter de quoi il s'agit, mais n'empêche que pour faire tourner des engins
entre guillemets, si énorme, évidemment, ça emploie, ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc, on se demande si une limite nouvelle ne va pas arriver avec ces IA génératives, qui serait donc la disponibilité de l'énergie. Alors, j'en viens maintenant aux questions. Pour les personnes qui vont parler aujourd'hui, j'ai plein de questions. Alors, une première question, concerne l'information. Les deepfakes, les deepfakes, les jumeaux numériques, c'est quelque chose de catastrophique. Pourquoi? Ben parce qu'aujourd'hui, on disait en plaisantant tout à l'heure, je pourrais très bien faire une conférence quelque part à Marseille, à New York ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, mon jumeau numérique reproduirait très exactement ma voix, ma manière de parler, sur un contenu qui pourrait être exactement le même, et ceci se passerait dans une autre ville, à l'identique, et personne n'y verrait rien, ou presque. Bon, parfois, on voit que le rictus de la personne n'est pas tout à fait bien par rapport à ce qu'il dit. Bon, on remarque des petites choses, mais tu peux mettre le slide suivant. Mais évidemment, ce qui compte, c'est que à 90%, le jumeau numérique pourrait faire le job, c'est-à-dire la même conférence quelque part en même temps. Alors, ce problème des deepfakes, c'est que il s'ajoute aux erreurs que peuvent faire ces grands modèles de langage, aux biais qu'ils peuvent inclure. On parle d'hallucination. Et donc, ça a un gros impact, ou ça risque d'avoir un gros impact sur la confiance qu'on fait dans l'information. Et là, il y a une vraie question, hein. Est-ce qu'un jour, on va pas en avoir assez de ces outils qui nous racontent des trucs? Par exemple, vous pouvez avoir parfois des citations qui sont générées et qui n'existent pas. L'exemple le plus frappant, c'est un cas de jurisprudence qu'un cabinet d'avocats a utilisé aux États-Unis. Il a été généré par l'IA. Le cas de jurisprudence n'existait pas. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de sémantique dans le grand modèle de langage. Il ne va pas chercher dans un livre où il y a tous les cas de jurisprudence. Ah, celui-là, il est pas mal, je le prends. Non, il génère. Ça veut dire qu'un mot vient derrière un autre mot. Statistiquement, c'est plus probable que tel mot arrive derrière. Et donc, il génère des textes sans avoir le sens. C'est nous qui donnons le sens. Notre cerveau est un... Oh ben là, il y a des neuroscientifiques dans la pièce, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais le cerveau est une fabrique de sens, produit du sens en permanence. Donc vous mettez un texte, c'est notre cerveau qui met le sens sur ce texte. Mais la machine qui a généré le texte n'a pas le sens. Donc, elle peut créer des citations qui n'existent pas, des cas de jurisprudence qui n'existent pas, parce qu'il n'y a pas de sémantique dans le grand modèle de langage. Hein. Il n'y a que de la statistique et du calcul qui calcule qu'un mot a de fortes probabilités d'arriver derrière un autre mot. Bon, évidemment, il y a beaucoup de sophistication technique, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je dis, mais le fond est là quand même. Donc, premier problème, c'est la première question que je pose, c'est est-ce qu'on ne va pas en avoir assez de ces outils qui peuvent être biaisés, qui peuvent être mal alignés sur nos besoins et qui peuvent nous raconter des salades. Autre question, où va-t-on demain? Alors demain, évidemment, on peut se poser la question, la première, c'est l'IA émotionnelle. Alors, l'IA émotionnelle, c'est une série d'outils qui pourront converser avec les personnes et qui pourront se rendre compte de leurs émotions. Ça ne veut pas dire qu'elles vont ressentir l'émotion de la personne, c'est qu'elles vont les capter. Elles vont se rendre compte qu'il y a une émotion chez la personne. Et donc, le dialogue va être beaucoup plus émotionnel, pas seulement intellectuel, mais dire « Ah, mais vous semblez malheureux, dites-moi pourquoi vous êtes malheureux. » Bon, simplement parce qu'il y a un certain nombre de rictus sur le visage de la personne qui montrent qu'il est malheureux. Et les outils savent le reconnaître.
Lorsque le dialogue s'engage, eh bien évidemment, l'outil va rebondir sur les raisons pour lesquelles la personne est malheureuse, etc. Et on en arrive à l'idée de construire des psybots, donc des robots psychiatres ou psychanalystes ou psychothérapeutes, comme vous voulez. Et donc, ça peut marcher. Ça marche déjà. Il y a déjà des expérimentations très intéressantes en Allemagne, par exemple. La raison est toute simple, hein. Là, le médecin va peut-être me contredire, mais il est prévu que le nombre de dépressions, le nombre de maladies mentales va augmenter dans les décennies qui viennent. Et les professionnels de la santé disent, mais nous, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à gérer, on ne pourra pas être suffisamment nombreux pour écouter toutes les personnes qui ont besoin de cette écoute. Donc, est-ce que le psybot ne pourrait pas aider, non pas faire tout le travail de psychothérapie, bien entendu, mais participer à la psychothérapie, c'est-à-dire avoir une séance ou deux avec la personne, le médecin, et puis une autre séance avec le psybot, et puis après revenir voir le psychanalyste, etc. Faire quelque chose qui soit dans un mode de complémentarité entre le thérapeute et le malade. Voilà, donc l'IA émotionnelle, jusqu'où ira-t-elle? Dans le sens qu'aujourd'hui, elle ne fait que capter des signes qui montrent des émotions. Évidemment, vous me voyez venir, est-ce qu'elles pourront ressentir les émotions? Donc on passe évidemment à un cap beaucoup plus difficile. Autre question pour l'avenir, c'est l'IA générale. Donc une IA qui à ce moment-là pourra se décaler d'un domaine à un autre, qui pourra reprendre ses connaissances pour les réutiliser dans un autre domaine. Beaucoup de gens pensent que oui, il n'y a pas de raison. Avec la puissance, encore une fois, des machines et la quantité de données, on arrivera à une IA générale. Et alors après, troisième étape, l'IA forte. L'IA forte, c'est encore une étape. Et dans ce cas-là, on imagine une IA qui serait capable d'émotion elle-même et de conscience. Là, il y a un vrai débat. Je vous rassure tout de suite. Il y a quand même une partie de la communauté qui dit, ben oui, après tout, pourquoi pas? Il suffira d'augmenter toujours la puissance et la conscience finira par émerger de ces énormes réseaux de neurones. Et d'autres pensent que non. Donc moi, je ne fais que poser les questions, je ne réponds pas à la question. L'étape suivante, c'est la singularité. La singularité, ben évidemment, je reprends les propos de Jean-François Mattei, c'est le totalitarisme, parce que la singularité, c'est les machines prennent le pouvoir, parce qu'elles ont toutes les capacités et d'autres de l'humain. Donc on va mettre des machines pour piloter la planète qui fera moins de bêtises que tous les humains qui ont saccagé beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Une société de caste avec en haut les super génies qui pourront piloter ces intelligences artificielles super douées, et puis en dessous, bah, toute une masse de personnes qui n'auront plus beaucoup d'intérêt. Et puis je voudrais parler de la noosphère de l'IA. Donc là aussi, c'est un point d'interrogation, vous voyez. Et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure. La noosphère de l'IA, vous allez voir ce mot apparaître très souvent. Je viens de finir le livre de Luc Ferry qui s'appelle Grand remplacement ou complémentarité au sujet de l'intelligence artificielle, bien sûr. Il utilise 35 fois le mot noosphère. C'est assez incroyable, hein? Et à chaque fois, c'est la noosphère numérique, c'est la noosphère de l'IA. Donc, il parle pendant 3 pages de Teilhard de Chardin, du concept d'origine créé par Teilhard de Chardin, Vernadsky, Leroy. Donc, vous vous souvenez de cela. Donc, Luc Ferry sait ce qu'est la noosphère. Mais il dit, attention, on est en train d'utiliser le mot dans un autre contexte, la noosphère de l'IA, la noosphère du numérique. Et quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, c'est l'idée post-humaniste qu'a décrit Jean-François tout à l'heure, c'est que
un certain nombre de gens, voyant ces réseaux absolument énormes d'une puissance phénoménale, souhaitent télécharger leur euh, esprit, nous, dans la machine et continuer à vivre. Puisque la conscience est que l'émergence de cet énorme réseau, eh bien, si je télécharge mon réseau de neurones dans la machine, eh bien, évidemment, la conscience va venir avec. Donc, immortalité. Ceci était complètement farfelu il y a encore 5 ans, bon, etc. Aujourd'hui, avec l'avancée des grands modèles de langage, de plus en plus de gens se disent que, après tout, mais pourquoi pas? Pourquoi pas devenir immortel? Bon, c'est sensationnel et je vais pouvoir continuer à vivre avec mes amis qui seront aussi eux-mêmes téléchargés dans ces grands réseaux de neurones artificiels. Voilà, donc on en est là. Évidemment, ce sont des points des points d'interrogation et je vais conclure avec quelques questions encore un petit peu plus fondamentales, si vous n'êtes pas trop fatigué par tout ça. Euh, Sur le plan théorique, existe-t-il des limites fondamentales au développement de ces grands modèles, ces grands réseaux de neurones artificiels? Certains le pensent, hein, Roger Penrose, qu'on ne présente plus, hein, a écrit un article sur le théorème de Gödel et disant que pour lui, de toute façon, on va plafonner, on n'ira pas plus loin. D'autres disent, ben, de toute façon, on met toujours plus de puissance, mais tout ça, ça finira par plafonner, les performances vont plafonner. Bon, ce qu'on voit apparaître, les outils qui sortent chaque semaine dans ce domaine ne montrent pas aujourd'hui de plafond, hein. Enfin, bon, on peut se poser la question sur le plan théorique. Sur le plan philosophique, on peut toujours se poser cette question, hein. Euh, Ces outils ne font que imiter l'intelligence, donc ils ne sont pas intelligents, comme je le disais. L'imitation, ça ressemble à, mais ce n'est pas la même chose que. Il ne faut pas confondre l'équivalence et l'identité. Sur le plan philosophique, c'est deux choses évidemment différentes. Et l'intelligence artificielle nous mène dans une voie qui n'est pas une voie d'identité, parce que aujourd'hui, les technosciences de l'intelligence artificielle s'écartent du modèle naturel. Simplement, je fais toujours cette analogie avec la navigation à vapeur ou les avions. Bon, quand on a voulu faire un bateau à vapeur, on a voulu déjà dans un premier temps imiter le canard. Donc vous savez, les pattes du canard font ça sous l'eau. C'est extrêmement performant. Et donc l'inventeur a essayé de construire un truc comme ça. Ça n'a jamais marché. Avec l'avion, on a voulu faire un avion qui battait des ailes. Ça n'a jamais marché. Bon, puis finalement, on s'est dit, bon, le modèle de la nature est intéressant, mais pas plus que ça. Mettons une roue à aube, mettons des hélices, mettons un réacteur, et qu'est-ce qu'on obtient? Ben, des avions qui vont beaucoup plus vite que tous les oiseaux, des bateaux qui vont beaucoup plus vite que tous les meilleurs poissons ou canards. Et donc là, on est un peu dans la même histoire. Au début, une idée, une intuition de départ avec ces réseaux de neurones artificiels. Et puis aujourd'hui, la technoscience se développe, elle prend sa direction. Et donc, il n'y a pas coïncidence avec le fonctionnement de notre cerveau. Il n'y a pas identité entre ce que nous sommes au plus profond de nous et ce qui se passe dans ces outils, même si les résultats sont absolument bluffants. Voilà, donc je termine avec ces autres questions. Vous voyez, la conscience peut-elle apparaître sans corps, sans vécu, sans Dieu?
La foi, la spiritualité, la conscience sont-elles émergentes ou viennent-elles d'ailleurs? Voilà les grandes lignes de ce que je voulais vous dire. Je ne réponds pas à ces questions et j'espère que les personnes qui vont me suivre vont les aborder et peut-être répondre à certaines. Alors, je signale une chose, c'est qu'à la fin de cette présentation, il y a une bibliographie. Je sais qu'on nous demande souvent, bon, alors j'ai fait 2 pages de bibliographie. J'ai quelques exemplaires, ou bien je pourrais vous envoyer les slides si vous voulez. Il y a des livres de toutes sortes avec ici un livre dont je fais cadeau. C'est un petit livre, un petit que sais-je que j'ai écrit en 1986 sur l'intelligence artificielle et qui montre ce qu'on en disait pendant cette deuxième vague des années 80 à 90. Donc c'est pas du tout actuel, c'est un intérêt historique. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.